Son banquier lui fait donc un contrat de prêt. C'est donc comme ça qu'il va créer de l'argent. On appelle ce système le système des réserves fractionnaires, tout simplement parce que, en fait, la banque est obligée de posséder une réserve d'argent, que vous voyez de ce côté-là, pour avoir le droit d'en prêter. Cependant, il a le droit de prêter une somme beaucoup plus importante que celle qu'il possède en réserve. Il a en fait un compte à la Banque centrale, c'est-à-dire chez nous à la Banque de France ou à la Banque centrale européenne, qui lui permet ensuite de créer ses prêts. Cependant, vous voyez que les prêts sont beaucoup plus importants que la somme qu'il a en réserve. Tout simplement parce que il s'agit vraiment d'une création d'argent et non pas tout simplement d'un simple transfert. Ce n'est pas juste une redistribution de l'argent que la banque possède déjà, c'est vraiment une création d'argent, de l'argent que la banque crée en l'écrivant sur le compte et qui est inventé donc de toutes pièces. Et comme vous le voyez, la banque peut créer beaucoup d'argent. Elle peut en créer d'autant plus qu'elle peut agrandir en fait ses réserves en empruntant à la banque centrale pour augmenter. Et ainsi, elle augmente proportionnellement la masse ou le volume de prêts qu'elle peut créer. Comme vous l'aurez compris, la banque peut créer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Maintenant, c'est sûr que l'argent, il est dans des ordinateurs. On n'utilise plus des livres de comptes comme au XVIIIe siècle. L'argent est à présent dans la mémoire des ordinateurs des banques et il est stocké dans cette mémoire, ce qui nous permet par la suite d'utiliser des cartes de crédit, par exemple, pour payer utilisant des transferts électroniques. C'est la carte de crédit, l'ami des grands et des petits. Voilà, donc nous continuons à notre promenade. Le petit bonhomme a reçu son argent et va pouvoir l'apporter pour acheter sa maison. En réalité, il n'apporte pas un gros sac de billets, il va simplement demander à sa banque de réaliser un transfert d'argent vers le compte du vendeur de la maison. Voilà, c'est beaucoup plus simple et vive les moyens de paiement modernes. Le petit bonhomme est donc dans sa maison. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi, qu'est-ce qu'on est bien sous son propre toit. Oui, je sais, j'ai une voix naze et je chante faux, mais pour une fois que je pouvais faire ma diva, je n'allais pas louper l'occasion. Donc, nous possédons une maison. Le problème, c'est que maintenant, nous devons de l'argent à la banque. Et oui, et il faut lui rembourser. Nous allons donc devoir nous passer d'une partie de notre salaire pendant les prochaines années pour pouvoir rembourser petit à petit cet emprunt. Et c'est vraiment un scandale. Ce banquier nous prête de l'argent qu'il a inventé de toutes pièces et nous, on devrait le rembourser. Franchement, ce banquier, c'est vraiment un gangster. Moi, je dis qu'il faudrait tous les pendre au lampadaire. Quand on m'aura rendu mes sous. Ah bon? Eh bien, je vais te casser ton canapé. Je veux mes sous, je veux mes sous, je veux mes sous. Et si tu me les rends pas, je dirai partout que t'es rien qu'une vieille assassine. Je le dirai aux bouchers, aux crèmes et aux éboueurs. Je te ferai un tort épouvantable. Peut-être même que je le dirai au poulet, tiens. Voilà. Enfin bon, ne nous précipitons pas dans un jugement rapide. Effectivement, on serait tenté aujourd'hui, alors que c'est la crise, de ne refuser de rembourser notre emprunt et d'accuser le banquier de tous les maux. C'est vrai qu'on est beaucoup à devoir de l'argent au banquier. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux à devoir de l'argent au banquier. Et les dettes, ça commence à bien faire. En plus, maintenant, on n'a plus trop les moyens de dépenser de l'argent et de rembourser le banquier, donc on a bien envie de s'en prendre à lui. Le problème, en fait, est un peu plus compliqué que ça.
D'ailleurs, le fait qu'on soit aussi nombreux à devoir de l'argent au banquier, ça me fait me poser une question. Le banquier crée de l'argent en nous en prêtant. Or, cela veut dire que plus le banquier prête d'argent, plus l'argent mis en circulation est une masse importante. Il y a un gros volume en circulation. Est-ce que cela ne va pas faire augmenter les prix? Car plus il y a d'argent, plus les prix risquent d'augmenter, ce qui est logique. S'il y a trop d'argent sur le marché par rapport aux marchandises, les prix vont augmenter. En fait, non, parce que quand on rembourse l'emprunt, la dette est détruite. L'argent qui a été créé va être effacé de la ligne de compte et il est donc retiré de la circulation. C'est ce qui fait que l'inflation n'est donc pas forcément causée par les crédits. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que dans la dette, il y a le capital et les intérêts. Oui, parce que ce banquier, il a du culot. En plus de nous demander de lui rembourser l'argent qu'on lui a emprunté, il nous demande de l'argent en plus, de l'argent supplémentaire. L'intérêt, donc, qu'on voit ici. Et ça, c'est vraiment dur à supporter. On doit rendre plus d'argent qu'on en a emprunté. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve l'argent quelque part. Le problème, c'est que l'argent des intérêts, il est créé comment? Oui, le capital, si vous avez bien suivi le raisonnement, il est créé lorsque l'on emprunte. La banque écrit une certaine somme. Par exemple, si j'emprunte 500 €, la banque va écrire 500 € sur mon compte. Mais je dois lui rendre 510 €. Les 10 € supplémentaires, où est-ce que je vais les trouver? Ils n'ont pas été créés par la banque. Cela veut dire que quelqu'un d'autre devra emprunter de l'argent pour créer de la monnaie supplémentaire qui me permettra à moi de rembourser en payant également les intérêts. Cette personne va par exemple m'acheter du pain, si par exemple je suis boulanger, et grâce au pain qu'il m'aura acheté, moi j'aurai gagné un peu d'argent qui me permettra de rembourser mon capital et mes intérêts. Mais du coup, une nouvelle question se pose. Lui, ce deuxième petit bonhomme qui a emprunté, comment est-ce qu'il va rembourser ses propres intérêts? Il va falloir que quelqu'un d'autre emprunte encore de l'argent pour créer la monnaie nécessaire à rembourser les emprunts du deuxième créancier. Cela veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un emprunte, il faut que quelqu'un d'autre emprunte derrière pour créer la monnaie nécessaire à rembourser ses emprunts. Vous imaginez? À chaque fois, il faut emprunter à nouveau pour créer l'argent nécessaire à rembourser les crédits précédents. Ça, c'est le principal reproche que faisait Paul Grignon et les autres auteurs à sa suite qui ont critiqué le système bancaire. Et oui, on fait beaucoup de reproches aux banques, mais on oublie aussi que les banques ont un avantage. Je vais vous le montrer maintenant. Je reprends donc l'exemple du boulanger. Ce boulanger a un four pour cuire son pain, mais le problème c'est que le four est très vieux, ce qui donne du pain de mauvaise qualité et ce qui met également en danger les clients qui achètent ce pain. Le boulanger doit donc se moderniser et acheter un nouveau four qui sera aux normes et qui lui permettra de fabriquer du pain de bonne qualité. Comme tout à l'heure, le monsieur qui n'avait pas de maison et qui manquait d'argent, le boulanger lui aussi manque d'argent pour acheter son nouveau four. Il va donc s'adresser à son banquier pour pouvoir acheter un four et travailler dans de meilleures conditions. L'amélioration des conditions de travail par l'achat d'un matériel plus performant, ça s'appelle un investissement. Ce n'est d'ailleurs qu'un exemple particulier d'investissement, car il en existe d'autres. Et nous allons donc maintenant voir une définition très intéressante de l'investissement. Selon notre ami Achille Talon, l'utilisation d'un bien avant d'en avoir économisé la valeur, ça s'appelle un investissement. L'investissement, en fait, c'est donc de dépenser des richesses que l'on n'a pas encore produites. C'est de dépenser de l'argent que l'on n'a pas encore gagné, de l'argent qui n'existe pas encore en réalité, de l'argent qui n'a pas été, qui ne correspond à aucune richesse économique réellement fabriquée. C'est donc de l'argent qu'il faut inventer de toutes pièces.
Il faut savoir que les 3/4 des emprunts faits auprès des banques sont des emprunts d'investissement qui permettent ensuite de produire des biens de consommation ou de rendre des services aux gens, ce qui fait marcher la société. Et oui, la plupart des crédits accordés par les banques, les 3/4 en fait de ces crédits, servent à faire fonctionner notre économie et à nous permettre de vivre. Alors en fait, le reproche est un peu plus subtil que cela. Oh, puis j'en ai marre de ce bonnet. Ce qu'on reproche en fait en général aux banques, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas bien suivi encore le débat, ce n'est pas simplement que les banques puissent créer de l'argent, c'est surtout que les États soient obligés d'emprunter aux banques privées et qu'elles doivent le faire en leur remboursant avec beaucoup d'intérêts. Alors que auparavant, les États empruntaient à leur propre banque centrale, ce qui leur permettait de rembourser les dettes sans intérêt. Les dettes étaient donc moins lourdes, moins importantes pour les banques. On a fait beaucoup de reproches à la loi Pompidou-Giscard d'Estaing de 1973, une loi qui réformait la Banque de France, et on a beaucoup reproché à cette loi d'avoir participé à la mise en place du système actuel, dans lequel l'État français n'a plus le droit d'emprunter de l'argent à sa propre banque centrale, mais elle est obligée d'emprunter de l'argent à des banques privées, des banques commerciales. Cette loi est une loi qui tendait en fait à rationaliser le fonctionnement bancaire en France et à assurer l'indépendance de la banque centrale. Après une recherche assez courte, puisque j'ai atterri sur Wikipédia, j'ai découvert qu'en réalité cette loi n'était pas forcément à l'origine de la situation de laquelle l'État est obligé d'emprunter aux banques privées. En effet, il est dit ici, plusieurs auteurs de blogs et personnalités politiques affirment que l'article 25 de cette loi aurait interdit le financement de l'État par la Banque de France et qu'il aurait donc été remplacé par l'article 104 du traité de Maastricht, puis par l'article 123 du traité de Lisbonne, qui interdisent la pratique d'emprunter à sa banque centrale. En réalité, si cette loi peut s'inscrire dans l'avancée progressive du monétarisme, elle n'interdit pas les avances de la Banque de France à l'État, prévues à l'article 19, et son article 25 ne joue qu'un rôle accessoire, comme mentionné plus haut. Alors Wikipédia fait référence à un autre de ces paragraphes. Toujours est-il qu'il ne fallait pas aller chercher très très loin pour avoir une réponse détrompant les gens à propos de la loi de 1973. Et ce que je voulais dire, c'est que moi qui pourtant n'aime pas beaucoup Wikipédia, je trouve que cet article est quand même particulièrement bien fait et qu'il n'était quand même pas obligé d'aller sur des sites spécialisés ou d'aller chercher très très loin pour être détrompé de cette erreur selon laquelle la loi de 1973 empêchait l'État d'emprunter à la Banque de France. C'est une pratique qui s'est mise en place progressivement.